Le Burkina Faso enregistre ses premiers cas de coronavirus. Il s'agit de 2 personnes qui ont séjourné en France depuis le 24 février dernier. Ils sont internés à Tengango, ex-hôpital Blaise Compaoré. La tuerie perpétrée dans le nord du Burkina Faso attise des tensions. Au moins 43 personnes ont trouvé la mort dimanche dans la province du Yatenga. LCA a tendu son micro à la majorité présidentielle. Nous en saurons plus dans cette édition. Et au Niger, le syndicat autonome des magistrats appelle à une journée justice morte ce lundi. Il proteste contre l'immixtion du pouvoir exécutif dans les attributions du pouvoir judiciaire. Bonsoir et merci de suivre l'actualité sur LCA. La nouvelle fait des vagues depuis hier, aussi bien en ville que sur les réseaux sociaux. 2 cas de coronavirus sont confirmés au Burkina Faso. Il s'agit d'un couple qui a récemment séjourné dans l'Hexagone, plus précisément à Mulhouse. Les 2 sont internés au CHU de Tengango, l'ex-hôpital Blaise Compaoré. Une 3e personne serait également internée comme l'exigent des mesures préventives. Elle a fait le voyage avec les 2 personnes testées positives au coronavirus. Le coronavirus, depuis sa découverte à Wuhan en Chine, continue d'endeuiller plusieurs familles. Sa propagation a atteint une échelle mondiale de l'Asie en Amérique. En passant par l'Europe, on dénombre plusieurs décès et des personnes contaminées. Cette épidémie n'a pas épargné le continent africain. À ce jour, plus de 10 pays africains connaissent leur premier cas. Benjamin Kwame nous en parle. Le coronavirus fait plus de 4000 morts dans le monde jusqu'à ce jour. Depuis fin janvier, Wuhan, ville à l'épicentre du Covid-19 totalement bouclée. Malgré cette mesure de confinement, le virus continue de se propager à travers le monde. 2700 décès, donc en Chine, pour 77 500 cas de contamination. Le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord, celle du Sud, l'Europe avec l'Italie et la France qui enregistrent de nombreux cas. Le dernier continent à connaître des cas de Covid-19 est le continent africain. Sur le continent africain, justement, le premier cas de coronavirus a été enregistré en Égypte le 14 février dernier. Le porteur de la maladie n'est pas un Égyptien. Il est même décédé ce dimanche selon les autorités du pays. Ce même dimanche, un bateau de croisière a évacué 45 nouveaux cas d'infectés, ce qui propulse l'Égypte à la tête du classement des pays africains les plus touchés après l'Algérie. Il y a aussi le Sénégal touché par cette épidémie avec un cas enregistré mais qui fut guéri. Le patient était un Français. On note aussi l'Afrique du Sud avec 3 cas à présent. Le Maroc, 2 cas, avec désormais tous les matchs de football et toutes les compétitions qui se joueront à huis clos de manière préventive. À côté, il y a la Tunisie, 2 cas, le Cameroun, 2 autres cas, le Nigeria, 2 cas, le Togo, 1 cas, et le Burkina Faso avec d'abord un cas suspect avéré négatif après les tests. Mais le ministère de la Santé a annoncé ce lundi 2 cas confirmés. Il s'agit de 2 personnes burkinabées infectées, un homme de 73 ans et de sa femme de 57 ans, rentrés d'un séjour en France. À ce jour, l'Afrique compte une 60aine de cas confirmés dans une dizaine de pays. Dans le monde, l'Italie est le 3e pays touché par la contamination du virus, après la Chine et la Corée du Sud. La prudence est de mise, il faut donc suivre toutes les campagnes de communication et de sensibilisation visant à réduire au maximum les risques de contamination. Dans ce contexte, il est appelé à tout un chacun de respecter les mesures de précaution, se laver les mains, désinfecter les poignets, éviter les grands rassemblements et des lieux de grande proximité et informer les services compétents dès qu'un cas suspect se présente dans l'entourage. Un numéro vert est mis à la disposition des populations. C'est le 01 60 89 89 ou le 52 19 53 94. Parlons du massacre dans la province du Yatenga au Burkina Faso. La majorité présidentielle donne sa lecture sur cette attaque qui a fait 43 victimes dimanche dernier. On les écoute au micro de Alain Koulibaly et de Bachirou Sawadogo. Je pense que nous avons assisté ce 8 mars à une barbarie ignoble. Et l'UNIPS condamne cela énergiquement et pense que cette barbarie moyenâgeuse ne sied pas aujourd'hui
à ce Burkina nouveau dont nous voulons bâtir. Et c'est vrai que depuis un certain temps, nous sommes harcelés ça et là par les terroristes, mais nous devons œuvrer à ce que ces déstabilisateurs ne nous opposent pas, n'opposent pas nos communautés, ne nous amènent pas à nous entrer dedans. Et je pense que là, il faut que nous ayons de la retenue, de la raison gardée. Nous entendons ça et là, on indexe tel groupe ou tel groupe. Nous pensons que, comme il a été dit, le procureur du Faso va s'en saisir du dossier. Tant que la justice n'a pas indexé un groupe, il faut que nous évitons de jeter l'huile sur le feu, toutes choses qui peuvent amener à ce que des populations s'affrontent. Des deuils nationaux, bon, je pense qu'en décrétant le deuil, le chef de l'État ne fait que, à tout le moins, il ne fait que son travail. Mais je suis désolé, on a du mal à vraiment appréhender pourquoi, avec toute l'expérience accumulée jusqu'à présent, qu'il y ait des attaques sporadiques, ça va être difficile puisqu'on sait que le mal est toujours dans le pays, mais des attaques massives, je pensais qu'on était peut-être arrivé. Nous avons assisté ce 8 mars à une barbarie ignoble. Et l'UNIPS condamne cela énergiquement et pense que cette barbarie moyenâgeuse ne sied pas aujourd'hui à ce Burkina nouveau dont nous voulons bâtir. Et c'est vrai que depuis un certain temps, nous sommes harcelés ça et là par les terroristes, mais nous devons œuvrer à ce que ces déstabilisateurs ne nous opposent pas, n'opposent pas nos communautés, ne nous amènent pas à nous entrer dedans. Et je pense que là, il faut que nous ayons de la retenue, de la raison gardée. Nous entendons ça et là, on indexe tel groupe ou tel groupe. Nous pensons que, comme il a été dit, le procureur du Faso va s'en saisir du dossier. Tant que la justice n'a pas indexé un groupe, il faut que nous évitons de jeter l'huile sur le feu, toutes choses qui peuvent amener à ce que des populations s'affrontent. Des deuils nationaux, je pense qu'en décrétant le deuil, le chef de l'État ne fait que, à tout le moins, il ne fait que son travail. Mais je suis désolé, on a du mal à vraiment appréhender pourquoi, avec toute l'expérience accumulée jusqu'à présent, qu'il y ait des attaques sporadiques, ça va être difficile puisqu'on sait que le mal est toujours dans le pays, mais des attaques massives, je pensais qu'on était peut-être arrivé à continuer ce type d'attaque-là pour justement petit à petit les résorber. J'ai tout comme l'impression que c'est comme, c'est le médecin après la mort. Parce que nous, on ne souhaitait plus qu'il y ait d'attaques massives qui ne soient pas repérées, anticipées. Parce qu'au moins ça, c'est vrai qu'on ne peut pas mettre un soldat derrière chaque villageois ou dans chaque commune, mais néanmoins, quand les gens se déplacent massivement, ou en tout cas, on pensait qu'on était arrivé maintenant à pouvoir les repérer et à neutraliser en tout cas ces aspects. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je le regrette. Je pense qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire parce que ces attaques massives-là, à la fin, ça installe un sentiment d'impuissance, de résignation. Cette attaque est une attaque la plus barbare que nous avons connue. Et c'est également une attaque vraiment très large parce que ça prend à des civils, des personnes innocentes. Cela montre que les forces du mal sont en train de perdre du terrain. Et nous condamnons vraiment avec la plus grande énergie cette attaque qui est venue encore pour s'aimer la panique et s'aimer des troubles au sein de notre population. Également, nous exhortons les populations à toujours cultiver le vivre ensemble, à toujours cultiver les graines de cohésion parce que notre peuple est un peuple vraiment solidaire, un peuple engagé, un peuple qui sait vivre ensemble.
Concernant toujours le massacre dans la province du Yatenga, le CEFOP préconise une enquête pour éclairer cette tragédie. L'opposition l'a fait savoir ce matin au cours de sa rencontre avec la presse. La grogne sociale sur la question de l'extension de l'IUTS aux primes et indemnités et les premiers cas du coronavirus sont également évoqués ce matin à Ouagadougou. Des précisions dans ce téléma d'Alain Koulibaly et de Bachirou Sawadogo. Face à la presse ce matin, l'opposition politique burkinabé donne sa lecture sur la situation nationale. L'insécurité, la grogne sociale et l'épidémie du coronavirus sont autant de sujets abordés à ce traditionnel point de presse. Le CEFOP s'insurge du massacre de Barga qui a coûté la vie à 43 civils dans le Yatenga, dont elle désigne le gouvernement d'endosser l'entière responsabilité. Le mal étant fait, une enquête doit être diligentée pour éclaircir les circonstances de cette attaque. Au regard de la gravité de ce drame et de la confusion qui l'entoure, l'opposition burkinabé exige une enquête indépendante, de même que la poursuite diligente des différents coupables, conformément aux lois en vigueur au Burkina Faso. Pour l'opposition burkinabé, c'est le mauvais traitement de l'affaire Yirgou par le pouvoir de Roch Kaboré qui a fait le lit d'autres massacres, dont le dernier en date est celui de Barga. Le gouvernement est coupable d'avoir laissé faire, d'avoir assuré l'impunité aux différents auteurs et d'avoir abandonné les populations burkinabées aux mains des terroristes. La mort est devenue un fait banal et on ne compte plus le nombre de jours de deuil nationaux décrétés. Que vivement cela cesse. Autre sujet abordé, la marche syndicale contre l'extension de l'impôt unique sur le traitement des salaires aux primes et indemnités. Là encore, l'opposition désavoue cette mesure qu'elle juge inopportune et dangereuse. L'opposition politique félicite les syndicats pour cette manifestation réussie et pacifique. Elle réaffirme que la revendication phare de la marche meeting est juste et légitime. En effet, il est inopportun d'étendre l'UTS aux maigres primes et indemnités des agents publics, pendant que nos gouvernants s'adonnent à cœur joie au pillage des deniers publics et qu'il y a des niches fiscales où l'État pouvait puiser suffisamment de ressources pour son fonctionnement. L'opposition politique n'est pas contre le civisme fiscal, mais elle note que l'extension de l'UTS est vainement inopportune et dangereuse. Aussi demandons-nous solennellement au gouvernement de suspendre l'extension de l'UTS aux primes et indemnités des travailleurs du public et du privé et de retourner à la table de négociation sincère avec les syndicats. Sur la question des premiers cas de coronavirus annoncés par le ministère de la Santé, l'opposition recommande au gouvernement de mettre en œuvre une vaste campagne de sensibilisation des citoyens afin de prévenir d'éventuels cas. Revenons-en au coronavirus au Burkina Faso. Concernant ces cas, Benjamin Kwame est allé visiter le centre qui accueille ces personnes infectées. À ce jour, vont-ils bien? Sont-ils dans un état adéquat de confinement? Suivons ensemble son récit. Centre hospitalier universitaire de Tengango, ce mardi 10 mars, il est 16 h. L'hôpital est plutôt calme. Au service des urgences, c'est plutôt l'observation et la patience. À l'administration, c'est un calme olympien qui s'observe. Où est le personnel administratif? Eh bien, il est en réflexion à une réunion. On réfléchit justement sur les activités pour le bon fonctionnement de l'hôpital. Mais surtout, pour prendre de meilleures dispositions pour faire face au coronavirus dont le Burkina Faso enregistre 2 cas depuis ce lundi. C'est ici, dans ce bâtiment, que sont confinés un couple burkinabé contaminé, ainsi qu'un autre patient.
Pas besoin de spéculer sur l'identité de ces personnes. En réalité, selon nos informations, aucun agent de la santé ni une autre personne quelconque n'est habilité à donner des informations sur l'identité de ces malades, sauf autorisation de la plus haute hiérarchie. Contrairement à ce qui se raconte ça et là, rien n'est officiel sur l'identité de ces malades. Et nous nous en tenons à ce que nous révèle notre source. Dans ce bâtiment quadrillé et visiblement en réaménagement, nous sommes tenus de ne pas y entrer car n'avions pas de tenue adéquate. Mais il faut savoir qu'à l'intérieur se trouve le couple et la troisième personne en observation. Tous sont pris en charge minutieusement de l'avis de notre informateur. Pour l'heure, pas besoin de paniquer. Toutes les ressources sont mobilisées pour réduire au maximum le risque de contamination. Et cet agent de la santé, lui, l'a compris. Il nous revient donc de respecter chaque consigne et précaution avec des gestes aussi simples. Le port des masques, se laver régulièrement les mains au savon ou encore ne pas tousser la bouche ouverte sur autrui. Pour l'heure, les malades se porteraient mieux. La suite, les autorités les plus averties nous en informeront. Poursuivons cette édition. Le dossier de 130 personnes portées disparues dans le nord du Cameroun en 2014 préoccupe Amnesty International. Amnesty International réclame ce jeudi des autorités une enquête pour faire la lumière sur ces disparitions. Dans les faits rappelés par l'ONG dans un communiqué le 8 mars dernier, il ressort que les forces de sécurité camerounaises ont arrêté arbitrairement plus de 200 hommes et garçons dans 2 villages de la région de l'extrême nord lors d'un raid violent. C'était le 27 décembre 2014. Pendant ce raid, 8 personnes ont été tuées, dont un mineur et plus de 70 bâtiments réduits en cendres. L'ONG précise que c'est après cet assaut que plus de 130 villageois ont disparu. En réaction, le ministre camerounais de l'administration territoriale accuse ce lundi plusieurs grandes ONG internationales, dont Amnesty, d'être engagées dans une démarche de conspiration contre Cameroun et contre les forces de défense et de sécurité. Au Niger, les magistrats sont mécontents. Cette colère des magistrats nigériens fait suite au communiqué du gouvernement diffusé fin février. Après l'audit des dépenses militaires qui a révélé d'importants détournements, le communiqué assure que seuls seront traduits en justice ceux qui ne vont pas rembourser ce qu'ils doivent. Cette position du gouvernement est inacceptable pour le syndicat autonome des magistrats du Niger. Soutenu aujourd'hui par plusieurs autres syndicats, une véritable fronde judiciaire s'organise dans le pays. Les magistrats ont déjà rallié à leur cause l'Association des jeunes avocats, le syndicat des agents de justice et le barreau du Niger. Dans une déclaration commune rendue publique ce lundi, les signataires demandent donc au gouvernement de transmettre sans délai aux autorités judiciaires le rapport définitif de l'audit du ministère de la Défense nationale. Pour défendre les valeurs de la justice nigériane, les signataires ont aussi décidé de créer un cadre de concertation des acteurs de la justice. Hier, au Niger, l'émir de Kano, Muhammadu Sanusi II, est destitué par les autorités locales de cet État du Nord. Il lui est reproché d'avoir manqué de respect aux institutions et d'avoir refusé de participer à des réunions sans justification légale. Une décision rare qui marque le dernier épisode d'une guerre ouverte entre le gouvernement de Kano et Muhammadu Sanusi II, l'une des plus grandes figures du pouvoir traditionnel au Nigeria. Aussitôt décidé, aussitôt appliqué, des membres des forces de sécurité sont allés chercher Muhammadu Sanusi II dans son palais avant de le conduire dans l'État voisin où l'émir déchu restera en exil. Retour au Burkina Faso, le Premier ministre Christophe Dabiré a présidé ce matin une rencontre du comité de pilotage avec les représentants de pilotage de la télévision terrestre numérique avec les représentants de l'Union burkinabé des éditeurs privés de services de télévision. Il s'est agi au cours de cette rencontre de présenter le mémorandum sur la redevance de la couverture TNT et d'échanger sur la tarification adoptée.
Au sortir de cette séance de travail, le président de l'Union burkinabé des éditeurs privés de services de télévision, Issoufou Sarré, et le ministre de la Communication, Rémi Fulgange Danjinou, nous font le point. Ils sont au micro de Constantin Sieda. Ce que nous avons souhaité, c'était qu'on puisse nous accorder de payer 50% des 75 millions la première année. C'est plus une réduction que nous demandons. Et qu'on puisse payer 75% la deuxième année et payer les 100% la troisième année. Donc c'est la plaidoirie que nous avons faite, que justement son Excellence a bien voulu étudier. Nous avons pu échanger, nous avons développé nos différents arguments, essentiellement en faisant savoir qu'aujourd'hui, vous le savez bien, nous sommes attaqués par des attaques terroristes qui attaquent notre territoire physique. Mais au-delà du territoire physique, il y a le territoire également psychique. Voilà, chacun de nous, en tant que Burkinabé, a une culture, a une identité. Il serait bien que les médias, audiovisuels notamment, qui sont ces supports-là qui permettent de promouvoir la culture burkinabé, on puisse les préserver, on puisse leur donner suffisamment de force pour repousser aussi les attaques de culture autres que burkinabé. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de jeunes burkinabés aujourd'hui regardent des médias transnationaux. Et sur ces médias transnationaux, ce n'est pas forcément la culture burkinabé qui est mise en avant. Nous, en tant que chaîne burkinabé, on met la culture burkinabé en avant. Et on ne voudrait pas qu'à travers ces actions, le paiement du tarif de la SBT constitue un goulot d'étranglement supplémentaire. Mais nous avons développé ces arguments. Le Premier ministre, son Excellence, a été très sensible. Il a promis voir avec les autres membres du comité ce qui pourrait être fait, tout en sachant aussi qu'il y a des obligations assez objectives, parce que la SBT qui tient le projet de la TNT doit fonctionner. Cela demande de l'argent. Il faut que les chaînes de télé, les éditeurs que nous sommes puissions contribuer. Donc l'un dans l'autre, on trouvera certainement le juste milieu. Nous avons une rencontre statutaire, normale, et c'est dans ce cadre que ce comité-là s'est réuni. Nous avons voulu cette fois-ci donc inviter de façon exceptionnelle autour de la table des représentants de l'Union burkinabé des éditeurs de services de télévision, afin justement que le mémorandum qu'ils avaient adressé à son Excellence le Premier ministre en ce qui concerne la redevance puisse être présenté par eux-mêmes et qu'ils reçoivent, comme nous, les ministres en charge de la mise en œuvre, les instructions de son Excellence. Il faut savoir que nous étions sur un arrêté qui a été signé avec un coût de la redevance annuelle de 75 millions hors taxes. Et donc les éditeurs ont proposé un certain nombre d'aménagements. Le Premier ministre a dit qu'en ce qui concerne notamment les modalités de paiement, il était ouvert à cette question et qu'avec le ministère des Finances, le ministère de la Communication devait prendre langue pour gérer ces questions-là. En ce qui concerne la question des redevances, nous sommes tombés d'accord que nous restons donc au montant de 75 millions hors taxes. Et nous allons discuter avec le ministère des Finances pour voir justement comment nous prenons en compte certaines spécificités qui sont liées notamment à l'année en cours afin de ne pas trop pénaliser les acteurs. Et à la fin de cette année, nous aurons une évaluation pour pouvoir juger du maintien à la hausse, du maintien à l'état ou d'une hausse ou d'une baisse des redevances. Ce que je voudrais dire, c'est que derrière les 75 millions, c'est la couverture nationale. Et il faut savoir que ça veut dire donc moins de travailleurs pour les médias, ça veut dire moins de frais d'électricité pour les médias, ça veut dire moins de construction d'infrastructures pour les médias. Donc les discussions ont été enrichissantes, elles ont été menées avec les acteurs des médias et au sortir donc l'instruction est de maintenir ce montant à 75 millions, mais d'en discuter les modalités d'application avec le Minefid afin que ce soit le moins douloureux possible pour les acteurs. Parlons à présent santé. Le service de gynécologie du CHU de Bogodogo de Ouagadougou a lancé ce matin une campagne de chirurgie réparatrice de l'organe reproductrice féminin. Il s'agit de réparer les séquelles de mutilation et toutes complications périnéales des accouchements. Cette campagne intervient dans le projet d'établissement du centre hospitalier universitaire de Bogodogo, dont l'objet final est de redonner le sourire à près de 300 femmes qui ont subi les préjudices sexuels. On en sait plus avec Benjamin Kwame et Achille Ouedraogo. Je déclare à présent ouverte officiellement la campagne de chirurgie réparatrice et intime au CHU de Bogodogo, édition 2020. Le centre hospitalier universitaire de Bogodogo veut renforcer ses missions en tant que centre de référence
Avec la campagne de chirurgie réparatrice intime démarrée ce mardi, il est question de lever le voile sur cette question taboue qui brise souvent des foyers et même des communautés. Il s'agit aussi de donner le sourire à 300 femmes pour leur épanouissement sexuel. Il y a souvent des choses qui passent de façon sous silence au niveau de nos familles, au niveau de nos communautés, parce que vous comprenez que l'objet pour lequel ou ce qu'on va traiter à travers cette campagne-là de chirurgie réparatrice et intime n'est pas souvent porté au grand public, n'est pas souvent l'objet de discussions ouvertes. Malheureusement, des familles se brisent à cause de cela. Malheureusement, des noyaux de collectivités se divisent à cause de ça, mais sous silence sans qu'on puisse expliquer pourquoi ça arrive. Donc c'est toute la société en réalité qui va être le bénéficiaire ou la bénéficiaire, si vous voulez, de ce que vous allez mener comme action ici. Donc c'est très salutaire, c'est quelque chose de tabou jusque-là en Afrique. Souvent c'est vraiment tu, alors que ça crée beaucoup de dégâts. Mais avant, il faut savoir ce que c'est que la chirurgie réparatrice intime. C'est une intervention chirurgicale qui consiste à réparer ce qui est endommagé. Et pour la présente circonstance, il s'agit de réparer les séquelles de mutilation génitale. Vous savez très bien que le Burkina s'est engagé dans un combat contre les mutilations génitales depuis plus de 20 ans. Et il y a plusieurs façons de lutter contre les mutilations. Il y a ceux qui font la sensibilisation, ceux qui créent les lois. Il y a aussi ceux qui soignent les séquelles. Et donc nous sommes ce maillon de la chaîne de lutte contre les mutilations en réparant ce qui a été endommagé et en remettant ce qui a été enlevé. Du 10 donc au 21 mars, voici ce à quoi doivent s'attendre les femmes au service de gynécologie. Nous allons faire des réparations simples de séquelles d'excision. Nous allons reconstruire le clitoris des femmes excisées qui en ont besoin. Nous allons réparer le périnée des femmes qui ont subi des dommages au cours de nombreux accouchements. Nous allons réparer également les fuites urinaires à l'effort dues aux nombreux accouchements et nous allons donner des conseils en sexualité aux femmes afin qu'elles puissent s'épanouir dans leur foyer. La campagne de chirurgie réparatrice intime est subventionnée par l'État burkinabé et sachez également qu'après la chirurgie, les femmes reçoivent un protocole pour le suivi personnel de ces soins à domicile. Et pour clore cette édition, sachez que le patient de Londres atteint du sida depuis 2003 est en rémission depuis 30 mois consécutifs. Les médecins ne détectent plus de virus dans son corps. Ce serait donc le premier patient à guérir du sida, le deuxième patient à guérir du sida, 10 ans après le patient de Berlin. Celui qu'on appelle le patient de Londres est le deuxième patient à avoir guéri du sida, 10 ans après le premier cas. Voilà, c'est ce qui met fin à notre édition du soir. Merci de votre attention. Excellente soirée à tous et à toutes. À demain pour plus d'informations.